Je suis dans le rythme et le flux de la vie en constante évolution. La prise de conscience est la première étape de la guérison ou du changement. Lorsqu'un schéma est profondément enfoui en nous, nous devons en prendre conscience afin de le guérir. Peut-être commençons-nous à mentionner ce problème, à nous en plaindre ou à le voir chez les autres. Il remonte à la surface de notre attention d'une manière ou d'une autre. Et nous commençons à nous y référer. Souvent, nous attirons à nous un professeur, un ami, une classe ou un atelier, ou un livre qui commence à éveiller de nouvelles façons d'aborder la dissolution du problème. Mon éveil a commencé par une remarque fortuite d'un ami à qui on avait parlé d'une réunion. Mon ami n'y est pas allé, mais quelque chose en moi a réagi et j'y suis allée. Cette petite réunion a été le premier pas sur le chemin de mon épanouissement. Je n'en ai reconnu l'importance que quelques temps plus tard. Souvent, notre réaction à cette première étape est de penser que l'approche est stupide ou qu'elle n'a pas de sens. Peut-être que cela semble trop facile ou inacceptable pour nos pensées. Nous ne voulons pas le faire. Notre résistance est très forte. Nous pouvons même ressentir de la colère à l'idée de le faire. Une telle réaction est très bonne si nous pouvons comprendre qu'elle constitue la première étape de notre processus de guérison. Je dis aux gens que toute réaction qu'ils peuvent ressentir est là pour montrer qu'ils sont déjà dans le processus de guérison ou de changement. Beaucoup de gens pensent que rien ne se passe tant que la guérison n'est pas totale. Mais ce n'est pas vrai. Le processus commence au moment où nous commençons à penser à faire un changement. L'impatience n'est qu'une autre forme de résistance. C'est une résistance à l'apprentissage et au changement. Lorsque nous exigeons que ce soit fait tout de suite, terminé d'un coup, nous ne nous donnons pas le temps d'apprendre les leçons liées aux problèmes que nous avons créés. Si vous voulez changer de pièce, vous devez vous lever et avancer pas à pas dans la direction de cette pièce. Rester assis sur votre chaise et exiger d'être dans la pièce ne fonctionnera pas. C'est la même chose. Nous voulons tous en finir avec nos problèmes, mais nous ne voulons pas faire les petites choses qui contribueront à la solution. Il est temps de reconnaître notre responsabilité dans la création de la situation ou de la condition. Je ne parle pas de culpabilité ni d'être une mauvaise personne parce que vous êtes là où vous êtes. Je dis de reconnaître le pouvoir qui est en vous et qui transforme chacune de vos pensées en expérience. Dans le passé, nous avons utilisé ce pouvoir sans le savoir pour créer des choses que nous ne voulions pas vivre. Nous n'étions pas conscients de ce que nous faisions. Maintenant, en reconnaissant notre responsabilité, nous devenons conscients et apprenons à utiliser ce pouvoir consciemment, de manière positive, pour notre bien. Souvent, lorsque je suggère une solution au client, une nouvelle façon d'aborder une question en pardonnant à la personne impliquée, je constate que la mâchoire commence à se serrer et à s'ouvrir, qu'il croise les bras et se fige. Peut-être même qu'il serre des poings. La résistance se manifeste et je sais que nous avons trouvé exactement ce qu'il faut faire. Nous avons tous des leçons à apprendre. Les choses qui sont si difficiles pour nous ne sont que les leçons que nous avons choisies pour nous-mêmes. Si les choses sont faciles pour nous, alors ce ne sont pas des leçons, mais des choses que nous savons déjà. Les leçons peuvent être apprises par la prise de conscience. Si vous pensez à la chose la plus difficile à faire pour vous et à la résistance que vous y opposez, alors vous avez devant vous votre plus grande leçon du moment. Renoncez. Abandonnez cette résistance. Vous permettre d'apprendre ce que vous devez apprendre rendra l'étape suivante encore plus facile. Ne laissez pas votre résistance vous empêcher de faire les changements.
nous pouvons travailler à 2 niveaux. En observant la résistance et en continuant à effectuer les changements mentaux, à observer, regarder comment vous résistez, puis libérez-vous. Nos actions montrent souvent notre résistance. Par exemple, changer de sujet, quitter la pièce, aller aux toilettes, être en retard, tomber malade, remettre à plus tard en faisant autre chose, s'occuper, prendre du temps, regarder ailleurs ou par la fenêtre, feuilleter un magazine, refuser de prêter attention, manger, boire ou fumer, créer ou mettre fin à une relation, créer des pannes sur les voitures, les appareils, avoir un défaut de plomberie aussi, etc., etc. Nous supposons souvent des choses sur les autres pour justifier notre résistance. Nous faisons des déclarations telles que « Cela ne servirait à rien de toute façon. Mon mari et ma femme ne comprendront pas. Il faudrait que je change toute ma perspective. Seuls les fous vont voir les thérapeutes. Ils ne pourraient pas m'aider avec mon problème. Ils ne pouvaient pas gérer ma colère. Mon cas est différent. Je ne veux pas les déranger. Ça va s'arranger tout seul. Personne d'autre ne le fait. Nous grandissons avec des croyances qui deviennent, au fil du temps, notre résistance. Certaines de nos idées limitées sont que ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour moi de faire ça. Ce ne serait pas spirituel. Les personnes spirituelles ne se mettent pas en colère. Les hommes et les femmes ne font pas ça. Ma famille n'a jamais fait ça. L'amour n'est pas pour moi. C'est juste idiot. C'est trop loin pour conduire. C'est trop de travail. C'est trop cher. Ça va prendre trop de temps. Je n'y crois pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Nous donnons notre pouvoir aux autres et utilisons cette excuse pour résister au changement. Nous avons des idées, comme si Dieu n'approuvait pas. J'attends que les étoiles disent que c'est bon. Ce n'est pas le bon environnement. J'attends un signe. Ils ne me laisseront pas changer. Je n'ai pas le bon professeur, le bon livre, la bonne classe, le bon outil. Mon médecin ne veut pas que je le fasse. Je ne peux pas m'absenter du travail. Je ne veux pas être sous leur charme. Tout est de leur faute. Ils doivent d'abord changer. Dès que j'y arriverai, je le ferai. Toi, ils ne comprennent pas. Je ne veux pas leur faire de mal. C'est contre mon éducation, ma religion, ma philosophie. Nous avons des idées sur nous-mêmes que nous utilisons comme des limites ou des résistances au changement. Ils sont trop vieux, trop jeunes, trop gros, trop minces, trop petits, trop grands, trop paresseux, trop forts, trop faibles, trop bêtes, trop intelligents, trop pauvres, trop sans valeur, trop frivoles, trop sérieux, trop coincés. Peut-être que c'est tout simplement trop. Notre résistance s'exprime souvent par des tactiques de retardement. Nous utilisons des excuses comme « je le ferai plus tard »,« je ne peux pas réfléchir maintenant »,« je n'ai pas le temps maintenant »,« cela prendra trop de temps pour mon travail »,« oui, c'est une bonne idée, je le ferai plus tard »,« j'ai trop d'autres choses à faire »,« je vais y réfléchir demain »,« je le ferai dès que j'aurai terminé ou dès que je reviendrai de ce voyage »,« ce n'est pas le bon moment », c'est trop tard ou trop tôt. Le déni. Cette forme de résistance se manifeste par le déni de la nécessité de faire des changements. Par exemple, il n'y a rien qui cloche chez moi. Je ne peux rien faire pour ce problème. J'étais bien la dernière fois. À quoi bon changer si je l'ignore? Peut-être que le problème disparaîtra. La plus grande catégorie de résistance, et de loin, est la peur. La peur de l'inconnu. Écoutez ça. Je ne suis pas encore prêt. Je pourrais échouer. Ils pourraient me rejeter. Que penseraient les voisins? Je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore. J'ai peur de le dire à mon mari ou à ma femme. Je n'en sais pas suffisamment. Je pourrais être blessée. Je pourrais avoir à changer. Cela pourrait me coûter de l'argent. Je préférerais mourir d'abord ou divorcer d'abord. Je ne veux pas que quelqu'un sache que j'ai un problème. J'ai peur d'exprimer mes sentiments. Je ne veux pas en parler. Je n'ai pas l'énergie nécessaire.
Qui sait où je pourrais me retrouver? Je pourrais perdre ma liberté. C'est trop difficile à faire. Je n'ai pas assez d'argent maintenant. Je pourrais me faire mal au dos. Je ne serai jamais parfait. Je pourrais perdre mes amis. Je n'ai confiance en personne. Ça pourrait nuire à mon image. Je ne suis pas assez bien. Et la liste continue, encore et encore. Reconnaissez-vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains de ces exemples? La façon dont vous résistez? Cherchez la résistance dans ces exemples. Une cliente est venue me voir parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle s'était cassé le dos, le cou et le genou dans 3 accidents de voiture distincts. Pourtant, elle était en retard, s'était perdue, puis elle restait coincée dans les embouteillages. C'était facile pour elle de me raconter tous ses problèmes, mais dès que j'ai dit « laissez-moi parler un instant », toutes sortes de troubles ont commencé. Ses lentilles de contact ont commencé à la gêner. Elle voulait s'asseoir sur une autre chaise, elle a dû aller aux toilettes, puis ses lentilles ont dû être retirées. Je n'ai pas pu garder son attention pour le reste de la session. C'était de la résistance. Elle n'était pas prête à lâcher prise et à être guérie. J'ai découvert que sa sœur s'était également cassé le dos 2 fois. Et sa mère aussi. Un autre client était un acteur, un mime, un artiste de rue, et il était très doué pour ça. Il se vantait de son habileté à tromper les autres, en particulier les institutions. Il savait comment s'en sortir avec presque tout, et pourtant, il ne s'en sortait avec rien. Il est toujours fauché, avec au moins 1 mois de retard sur le loyer et souvent sans téléphone. Ses vêtements étaient de mauvais goût. Son travail était très sporadique. Il avait beaucoup de douleurs dans le corps et sa vie amoureuse était nulle. Sa théorie était qu'il ne pouvait pas s'arrêter de tromper jusqu'à ce que quelque chose de bien entre dans sa vie. Bien sûr, avec ce qu'il donnait, aucun bien ne pouvait entrer dans sa vie. Il devait d'abord arrêter de tromper. Sa résistance était qu'il n'était pas prêt à abandonner ses vieilles habitudes. Laissez vos amis tranquilles. Trop souvent, au lieu de travailler à nos propres changements, nous décidons lequel de nos amis doit changer. Cela aussi, c'est de la résistance. Au début de mon travail, j'avais une cliente qui m'envoyait à tous ses amis à l'hôpital. Au lieu de leur envoyer des fleurs, elle me demandait d'aller régler leurs problèmes. J'arrivais, mon magnétophone à la main, trouvant généralement quelqu'un dans son lit qui ne savait pas pourquoi j'étais là ou ne comprenait pas ce que je faisais là. C'était avant que j'apprenne à ne jamais travailler avec quelqu'un à moins qu'il ne le demande. Le désir de changer se heurte souvent à une résistance de l'esprit. Il peut s'agir d'une simple pensée, ou plutôt du fait de ne pas vouloir le faire, ou de l'idée de la patience nécessaire pour que le changement se produise. Car si les gens veulent expérimenter un changement dans leur vie, ils veulent que cela se produise rapidement, ou pas du tout. Hélas, cela aussi, c'est de la résistance. Le concept de changement est lié aux leçons apprises. C'est un processus étape par étape qui ne peut pas se produire du jour au lendemain. Mais lorsque vous entraînez votre cerveau à commencer à combattre la résistance qui l'oppose, le changement se produira lentement, mais sûrement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Likez et abonnez-vous. À très bientôt.